Au regard de la demande et des questions que tu me poses sur mes différentes plateformes et mes lives, j'ai trouvé nécessaire de revenir sur la problématique de parrainage, plus particulièrement du regroupement familial, parce qu'il n'y a rien de plus difficile à vivre que d'être séparé dont des membres de sa famille, même pour l'équilibre psychique, émotionnel, etc., pour le rendement même en matière économique, professionnelle, ça prend souvent d'avoir tous ces équilibres-là. En tout cas, pour beaucoup, c'est super important comme élément motivationnel. Alors, je parle aujourd'hui donc du regroupement familial et je réponds à la question, qui peut faire le regroupement familial? Quand je dis qui peut faire le regroupement familial, je veux dire qui a la qualité de répondant, c'est-à-dire celui qui est au Canada, il veut faire venir un membre de la famille. Mais qui peut faire aussi le regroupement ici? Je vais répondre à l'autre question qui est quels sont les membres de la famille qui sont admissibles, qui sont éligibles à un regroupement familial? Je réponds à cette question en tenant compte de toutes les données, de toute l'actualité sur l'immigration au Canada. Alors, avant de continuer, si tu es nouveau sur cet espace, mon nom est Valérie Kandem, je suis consultant réglementaire en immigration. J'appartiens donc à l'ordre des consultants du Canada qu'on appelle CCIC. Je partage des contenus sur mes plateformes gratuitement qui visent donc à t'outiller et à faire en sorte que tu puisses mener à bien ta procédure d'immigration. Je peux également t'accompagner en privé, cette fois-là de manière payante, pour s'assurer que tout se fait bien et que les choix sont optimisés pour ce qui est de ton projet d'immigration. Donc, si tu es nouveau, abonne-toi, active la cloche de notification pour continuer donc à profiter de mes contenus qui sont réguliers chaque semaine. Qui peut être répondant, c'est-à-dire qui peut faire venir un membre de sa famille? Je commence par te dire que celui qui travaille au Canada et qui a décroché son contrat de travail, même si c'est un travail très bien rémunéré, même si c'est un travail de directeur, de gestionnaire, tu ne peux pas faire ce qu'on appelle un regroupement familial. C'est un vocabulaire, regroupement familial, ou si tu veux plus globalement parrainage, c'est un vocabulaire qui est réservé pour celui qui aspire à une résidence permanente. Si toi, tu es donc travailleur étranger, tu ne peux pas faire ce qu'on appelle regroupement familial, mais tu peux faire venir quand même ta famille. Ça, c'est autre chose qu'on pourra parler dans une autre vidéo différente. Mais j'ai déjà même abordé une partie de cette question lorsqu'il y a eu des réformes donc en janvier 2025. Mais ici, aujourd'hui, on s'occupe donc de qui est répondant pour faire le regroupement familial. Seul le résident permanent et le citoyen peut faire dans ce qu'on appelle le regroupement familial. Je te vois me dire, mais même le réfugié peut faire. Non, un réfugié, c'est quelqu'un dont la demande d'asile, par exemple, où le statut de personne protégée a été reconnu. Après ça, il fait quand même sa demande de résidence permanente. C'est peut-être dans cette mouvance-là, dans le cadre de cette demande, qu'il peut introduire ses enfants ou sa famille ou son conjoint, mais on n'appelle pas ça regroupement familial. Dès le début, ses enfants ou ses conjoints existaient déjà. Donc, c'est une résidence permanente obtenue au même moment. On parle de regroupement familial vraiment seulement quand un membre de la famille est soit résident permanent ou citoyen. À ce moment, il a donc la qualité donc de répondant. Mais ça ne suffit pas. Si tu es résident permanent ou citoyen et tu es en prison, tu ne peux pas faire de regroupement familial. Si tu es quelqu'un qui a une dette liée, qui bénéficie de l'aide sociale, qui vit sur le bien-être social, ou qui a bénéficié par le passé, ou qui a des dettes financières dans ce sens-là, qui n'ont pas été remboursées, tu ne peux pas donc avoir la qualité de répondant. Donc, il va falloir que tu ne sois pas également sous le coup d'une interdiction de territoire. Il va falloir que tu ne sois pas sous le coup, voilà, d'une mesure qui est pas une mesure de renvoi sur toi. Et mieux encore, pour moi, super important, si tu as été déjà reconnu coupable, si tu as été reconnu, si tu as été reconnu coupable des délits de violence,
ou des choses apparentées à la violence sur un membre de la famille. Cette fois-là, pas famille au sens de la définition habituelle. Ici, if dans le sens donc de cet article de la loi, c'est dans le sens large. C'est-à-dire, ça peut être la famille par alliance, ça peut être même la belle famille, etc. Pas besoin que ce soit la famille proche. Si tu as été celui qui a violenté un membre de la famille, que ce soit aujourd'hui ou demain, et que c'est reconnu, que ce soit aujourd'hui ou demain, tu ne pourras jamais faire un regroupement familial parce que tu es supposé être quelqu'un qui va remettre ça sur cette personne que tu veux faire venir donc au Canada. Donc, ça, c'est une condition vraiment à respecter. Alors, après que j'ai dit ça, et ça, c'est, j'ai précisé de manière globale, bien sûr, il faut avoir au moins 18 ans, même si le mariage est reconnu selon le droit donc, de l'immigration, même si le mariage de 16 ans est reconnu, à 16 ans, malgré que ton mariage soit reconnu, tu ne peux pas encore faire le regroupement familial. Il faut que tu aies au moins 18 ans pour pouvoir faire le regroupement familial. Je répète, malgré que ton mariage soit quand même reconnu. Parce qu'un mariage des conjoints qui ont au moins 16 ans est reconnu du moment où les deux conjoints étaient présents lors de la cérémonie. À moins que ce soit un membre des forces de l'ordre. Je ne vais pas développer pour ne pas alourdir la vidéo et te mélanger, mais il y a des exceptions pour certains membres de l'armée, etc. Donc, une fois qu'on a vu qui peut donc faire venir, c'est-à-dire qui peut parrainer ou qui peut donc faire le regroupement, allons vous y voir qui peut bénéficier. Alors, je te vois déjà penser que oui, tu peux bénéficier, ta femme ou ton mari ou ton conjoint peut bénéficier du regroupement familial. Oui, tu peux bénéficier du regroupement familial à condition, par exemple, que tu ne sois pas dans une situation de polygamie. Je ne vais pas donner plus de détails parce que ce concept de polymariage a ses limites. Hein, mais je préfère dire de manière globale. Le mariage multiple vraiment fait en sorte que ce n'est pas possible. Mais il y a quand même des conditions, des sous-conditions qui peuvent rendre la situation différente. Je ne vais pas développer, mais oui, il y a cette situation-là qui te met de côté. Mais il y a aussi la situation que peut-être tu es marié et en même temps tu es en train d'entretenir des relations avec celui qui veut te parrainer. À ce moment, ça ne suffit pas. Ou même, tu t'es marié avec celui qui veut te faire venir, mais tu vis encore dans une relation maritale, même si ce n'est pas un document avec quelqu'un d'autre. Si ça se fait donc de manière concomitante, ben, tu ne peux pas donc remplir la définition. Donc, il faut que ce soit ton époux ou un conjoint de fait, ça peut suffire, ou même un partenaire conjugal. Ce partenaire conjugal, c'est vraiment pour aider ceux qui subissent les restrictions légales de certains pays. Par exemple, tu es de la même sexualité que ton partenaire, alors que le pays d'origine de ton partenaire n'accepte pas cette pratique. Donc, vous ne pouvez pas vivre, jouir de votre amour, de votre relation dans ce pays. Du coup, ça vous oblige à vivre séparément. Si vous êtes donc dans une telle relation depuis au moins 12 mois, alors vous pouvez aussi faire venir l'autre membre de la famille. Ça s'appelle partenaire conjugal. À la différence de conjoint ou conjoint de fait où il y a ce qu'on appelle la vie commune sur un même toit. Voilà. Donc, il y a donc cette catégorie-là. Maintenant, parlant des enfants, tu ne peux pas faire venir ton enfant qui a déjà 22 ans. Si ton enfant a déjà 22 ans, pour faire venir, il faut que ce soit quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale et qui physiquement est dépendant donc de toi financièrement et qui physiquement n'a pas tous ses moyens. Là, il y a des conditions donc dans ces conditions-là, il peut venir s'il a plus de 22 ans. Mais s'il a 22 ans et plus, alors qu'il a tous ses moyens physiques, intellectuels, alors même si c'est ton enfant, il ne peut plus être parrainé, il ne peut plus bénéficier. C'est valable aussi pour l'enfant de moins de 22 ans, c'est-à-dire que qui est déjà marié ou qui vit déjà maritalement. Si tu vis maritalement, même si tu as 18 ans, parce qu'il faut que tu aies 18 ans
Même si tu as déjà 16 ans ou 18 ans, étant déjà marié, mais tu ne peux pas, ou tu vis même seulement maritalement, tu n'es plus dans la définition d'enfant à charge. On ne peut donc plus te parrainer ou te faire venir comme enfant à charge. Pourtant, celui qui a 21 ans est célibataire, on peut le parrainer. Mais toi qui as peut-être 18 ans, on ne peut pas te parrainer, ou 16 ans, on ne peut pas te parrainer si tu es déjà un conjoint de fait ou même marié officiellement. Super important de le savoir. Donc, 21 ans, oui, jusqu'à 21 ans, un enfant peut être parrainé, sauf s'il est marié. Même si tu as moins de 21 ans et que tu as un enfant, oui, tu peux aussi être parrainé. Sauf que pour dans ces conditions, le fait qu'il y ait déjà un autre enfant, il y a des conditions additionnelles qui viennent donc dans le cas où l'enfant a déjà un enfant à charge, où tu parraines ton père, ta mère, parce que tu peux parrainer ton père, ta mère, ton grand-père, ta grand-mère. Mais là, il y a des exigences supplémentaires qui viennent avec le cas d'un enfant qui a aussi un enfant à charge. À ce moment, tu dois démontrer que tu as suffisamment de ressources. Je ne vais pas détailler les montants ou les critères, voilà, de définition de ces montants, mais il faut savoir que pour le parrainage, dans ces cas-là, qui ne sont pas des cas ordinaires, il faut démontrer qu'il y a la ressource financière suffisante. Mais quand c'est un conjoint, un enfant qui n'a pas d'enfant à charge, là-bas, on n'a pas besoin de démontrer qu'on a des moyens pour eux. On signe juste des documents, mais on ne démontre pas. Bien sûr, il faut ne pas dépendre de l'aide sociale. Si tu dépends de l'aide sociale, c'est un problème, tu ne pourras pas. L'enfant également adopté, c'est-à-dire tu décides d'adopter. Il y a des gens qui adoptent de manière légale, qui respectent la législation du pays d'adoption et donc du province ou du pays d'accueil ou de la province d'accueil au Canada. Mais une telle adoption légale fait que tu peux donc faire venir cet enfant-là sans avoir besoin de prouver que tu as les moyens, puisque cet enfant adopté entre dans la même catégorie que ton enfant biologique. Donc, ça a les mêmes avantages. Au regard de la loi, on ne sépare plus. C'est enfant égal à enfant, biologique comme adopté. Sauf que l'enfant adopté, il faut qu'il ait un maximum de 18 ans. Donc, c'est 18 ans qu'il faut. C'est la même chose pour le neveu, la nièce. Neveu, nièce doit avoir 18 ans au moment maximum, au moment où on fait moins de 18 ans. Après 18 ans, ce n'est plus possible. Mais pour que le neveu nièce soit parrainé, il faut que les deux parents ne soient plus en vie. Même si un parent a disparu, il faut vraiment s'assurer que les deux parents ne sont plus en vie pour que tu puisses parrainer. Même si on n'a plus les nouvelles d'un autre parent, ça ne suffit pas pour rendre cet enfant ou ce neveu, je veux dire, éligible. Donc voilà en gros les différents cas de figure qui te permettent donc de parrainer. J'espère que ces explications ont été claires, t'ont permis donc de mieux comprendre la situation. Si tu as aimé la vidéo, like, fais partage pour faire savoir au plus grand nombre. Avec beaucoup de plaisir, je te retrouve dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien.